Alors maintenant, qu'en est-il du racisme aujourd'hui en France? Bon, moi je crois que le terme lui-même, il est piégé. Je pense qu'on a ici un déficit d'analyse, un déficit de vocabulaire. Et j'ai fait l'historique, moi, de ce terme racisme, bon, il n'apparaît dans le vocabulaire français qu'au début du XXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Et le racisme désigne un courant politique. C'est un courant politique. C'est clair. C'est pas des mentalités. C'est un courant politique. Donc, il va y avoir donc le combat contre le racisme. Ça va être un combat politique contre l'extrême droite, contre les colonialistes, etc., etc. Ce combat va être gagné puisque après le nazisme, etc., il va y avoir des lois qui existent aujourd'hui qui pénalisent donc le racisme, mais l'expression va elle-même évoluer, c'est-à-dire elle va être généralisée pour dénoncer ce qu'auparavant on appelait les préjugés, notamment les préjugés de couleur. Bon. Et moi, je pense qu'il est important de distinguer les deux, parce qu'autrement, on est dans la confusion par le fait. Et le risque, qui est très net aujourd'hui, pardon, c'est qu'on aboutisse à une loi qui est quasiment fatale, ce qu'on appelle une loi ethnocentriste, c'est-à-dire que les élites finissent toujours par trouver des moyens de se dédouaner de leurs propres responsabilités. Je vais prendre un exemple très concret, ce sont les enquêtes qui sont publiées tous les ans par la Commission consultative des droits de l'homme. Vous voyez que ces enquêtes, tous les ans, invariablement, elles finissent par dire que plus on est pauvre, plus on est raciste. Bon. Moi, ça me pose problème, je dirais. Parce que ça, c'est le discours classique qu'on trouve déjà au 19e, etc., etc. Parce que si vous incriminez des propos, vous téléphonez à des gens comme ça, entre la poire et le fromage, comme font les instituts de sondage, bon, eh bien, vous avez des gens qui maîtrisent inégalement le langage. Et ceux qui ont un rapport, je dirais, le plus difficile au langage, sont souvent ceux aussi qui sont le plus dans la violence physique ou dans l'action physique, eh bien, fatalement, seront, pris dans des fautes par le fait de langage, etc., qui permettront de les accuser de racisme. Alors, je ne défends pas, évidemment, je ne défends pas ces comportements. Mais je veux dire, si on en reste à ce degré d'analyse, vous voyez qu'on, tout à coup, un coup de baguette magique, et toute la responsabilité des élites échappe. Qui est-ce qui? Les références que les classes populaires vont mobiliser pour nommer leurs souffrances. Ça me rappelle toujours un texte de Bourdieu que j'aime beaucoup, quand il dit que quand le syndicalisme s'est mis en place à la fin du 19e siècle, il disait, les syndicats, ils ont appris aux ouvriers à dire, au lieu de dire j'ai mal partout, j'ai mal au salaire. C'est très fort, je trouve, comme expression. Parce que, voilà, il faut nommer un malaise. Mais comment on va nommer le malaise qu'on ressent? Eh bien, les classes populaires, ce n'est pas elles qui inventent les représentations, le langage. Elles vont puiser dans ce qu'on leur offre. Et si à longueur de journée, on vous offre des références qui sont de l'ordre de l'identitaire, eh bien, vous avez des mécanismes, que j'ai essayé de décrire, plus compliqués que ce que je dis là, mais qui aboutissent à des logiques qui seront après disqualifiées comme étant du racisme. Donc, tout en continuant à combattre, évidemment, ces propos humiliants, violents, etc., il faut aussi mener le combat par rapport à la construction des représentations de ceux qui vont parfaitement échapper à toutes les lois antiracistes. Je pense, moi, à un certain nombre de reportages diffusés par la télévision. J'ai aussi travaillé là-dessus, mais prenez les travaux de Micheli, par exemple, vous savez, sur les tournantes, etc., mais insensés. On se croyait revenu au début du 19e siècle. Classe laborieuse, classe dangereuse. On vous présentait ces jeunes issus de l'immigration, violeurs, etc., etc. C'est-à-dire une logique de faits divers présentée comme une logique sociale. Donc je veux dire ça, quels moyens on a pour empêcher ça? Rien. Au contraire, personne ne s'indigne. Qu'il y ait un tel fossé entre ce que racontent les chercheurs dans leurs travaux, les sociologues, les anthropologues, les historiens, etc., et ce que racontent les journalistes ne choque personne. Moi je dis, il y a un problème. Ou alors on arrête les sciences sociales, ou alors on demande aux journalistes de se former un peu.
Mais vous voyez, et si c'était comme ça, je veux dire, si ça n'avait pas d'effet, mais ça a des effets sur les personnes. Ça entretient la stigmatisation. Quand vous voyez qu'il y a encore aujourd'hui un Français sur deux qui considère que les musulmans ne sont pas des Français comme les autres, vous vous dites d'où ça vient. C'est pas dans les gènes, ça. C'est bien des représentations qui sont construites par des gens. Donc je veux dire, vous voyez, là-dessus, il y a un énorme déficit en France. Ce déficit est d'autant plus grand que, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, eh bien aux États-Unis, la structuration en communauté va permettre à des porte-paroles des groupes d'intervenir dans l'espace public, il y a des affaires célèbres par rapport aux portoricains, etc., et de dire, vous n'avez pas le droit de parler de nous comme ça. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès que vous avez un représentant de communauté qui intervient, hop, on le taxe de communautarisme. Comme ça, il est disqualifié, il n'a plus rien à dire. Donc vous comprenez, c'est insensé aussi ça. Je veux dire, comment peut-on défendre la démocratie, les idéaux, soi-disant les valeurs républicaines, dont on nous bassine à longueur de journée, tout en fonctionnant comme ça, en fermant les yeux sur des choses aussi évidentes. Donc moi, vrai que je m'insurge, je trouve ça scandaleux. Mais tout ça, ce sont des mécanismes nouveaux.